On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Tout d'abord, merci aux près de 60 000 personnes qui se sont connectées en live ou en différé pour suivre le direct d'On refait le Mac il y a une semaine, malgré la concurrence terrible du match de foot de l'équipe de France. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Un pardon également à tous ceux qui ont participé au concours Pionnier, où vous pouviez remporter 5 casques ainsi qu'un magnifique Ghetto Blaster Stis d'une valeur de 400 €. Il y a eu trop de réponses sur Internet qui ne nous permettent pas de retrouver, sur Internet, sur Twitter, qui ne permettent pas de retrouver l'ensemble de l'historique des réponses et des bonnes réponses. Donc on est obligé cette semaine de remettre en jeu les silos. On vous posera donc une question en fin d'émission. Voilà, maintenant je vous propose tout simplement de passer au sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac revient sur la bêta d'iOS 6 et va tenter de rendre son premier verdict. Retour également sur l'annonce surprise qui a mis en émoi la planète high-tech. Microsoft a dévoilé ses premières tablettes baptisées Surface et les vendra sous sa propre marque. L'éditeur de Redmond s'affirme comme un constructeur à part entière et reprend les recettes d'Apple en souhaitant maîtriser logiciel et matériel. Alors que penser de cette stratégie, de ces ardoises sous Windows 8 ? Débat, on refait le Mac, épisode 106, iOS 6 et Microsoft font surface. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitleMac.com, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme chroniqueur cette semaine Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, bonsoir à tous. Nous y sommes arrivés Alexandre, il y a eu plein de soucis techniques pour réussir ce podcast soir. Toi, pas moi. Oui, le son. Autre chroniqueur que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est Julien Gel, le rédacteur en chef du site Clubic. Bonjour Julien. Bonjour Olivier. Tu dois être en extase après les annonces Windows et Microsoft cette semaine. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus, on va en parler ce soir. Il va nous gâcher l'émission. Ouais. Au moins autre ça. Chroniqueur, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Bon, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est déjà parlé. Je vais commencer le numéro 106 dont on refait le Mac par une petite dédicace. Que j'aurais préféré ne pas faire, mais que je vais faire quand même, qui est une dédicace pour Antoine Latour, qui est un de mes anciens collègues d'Apple France, qui malheureusement est parti un peu brutalement cette semaine. Voilà, et c'était quelqu'un qui m'avait formé quand je suis arrivé chez Apple France et dont j'avais appris beaucoup de choses professionnelles et puis extra-professionnelles. C'était quelqu'un avec qui on rigolait beaucoup. Voilà, donc je voulais lui dédier cette émission à Antoine. Et puis j'en profite, je vous montre ce que représentait Antoine pour moi, à savoir le meilleur d'Apple. Et c'est symbolisé par l'affiche que j'ai derrière moi. Et c'est le tableau qu'il y avait dans le hall d'Apple France quand je suis arrivé à l'époque d'Antoine, et qui est le tableau de la campagne Sick Different avec Maria Callas. Antoine, c'est pour toi. Bien. Voilà, et je vous invite à propos d'Antoine à faire un petit tour sur le blog de Guillaume Jett, notre ami et souvent collaborateur, Serial Server. Il y a un très bel hommage à Antoine également. Voilà. Bien, voilà, ça devait être dit. Une note plus joyeuse tout au long de cette émission. On a demandé à Steph Cartoon, le caricaturiste de talent qui a participé au live la semaine dernière et qui nous a fait bien sourire, d'également participer à l'émission ce soir. On a reçu le premier dessin. Alors on va voir ce que ça donne. Attention, tous aux abris parce qu'on sait que le garçon est plutôt, comment dire, assez brusque. Voilà ce que ça donne. Ah oui, quand même. Après les puceaux de la WWDC, voici les trisos. Ouais, super. Bien, écoutez, on a une tablette. Ils sont durs avec Steve Ballmer. Il est dur avec Steve Ballmer. Ça promet d'être chaud pour cette émission, mon cher Julien. Ça va être dur de te défendre, mais tu es assez grand. Je me fais pas de soucis. C'est pas de souci. Bon. Bref, on a commencé fort, mais avant de parler de Microsoft, qui est plutôt l'actualité de la semaine, on revient sur la principale annonce de la semaine dernière, à savoir iOS 6. La bêta est disponible pour les développeurs. On s'est un petit peu amusé avec à la rédaction d'iCreate, n'est-ce pas Alexandre? Alors, l'un des premiers
une chose la plus visible, dont on a le plus parlé ces derniers jours autour de cette nouvelle version d'iOS 6, c'est naturellement la nouvelle version de Plan, le logiciel de cartographie d'Apple, qui abandonne Google et qui utilise désormais les ressources et les informations de TomTom. Alors, on va essayer ensemble de faire un petit peu un point des avancées, s'il y en a, par rapport à Google Maps. Notamment, je crois, l'arrivée, Alexandre, d'un guidage routier, d'un vrai GPS de navigation, comme il y a dans l'application routière guidage de TomTom. Alors c'est ce qu'on appelle le turn by turn. C'est quelque chose qui existe évidemment. Google sait le faire et le fait avec Android, mais ne le faisait pas sur iOS. Une petite précision. Bon, TomTom fournit effectivement la majorité de la cartographie d'iOS 6. Il y a d'autres ressources, parce que on sait que pour les vues aériennes notamment, il y a des ressources qui sont prises chez Microsoft. Voilà, pour faire plaisir à Julien. Oui, alors le Maps, le plan d'iOS 6 effectivement repose donc sur TomTom pour la cartographie et probablement pour le trafic routier. C'est encore un petit peu tôt pour en être certain. Ça fonctionne pas encore super. Voilà, mais bon, quand ça fonctionnera vraiment, on aura beaucoup d'indices qui montreront que TomTom est derrière. Est-ce que c'est une bonne chose pour Apple? Est-ce que c'est une bonne chose pour TomTom? Moi, je crois que c'est très bon pour TomTom parce que ça valide beaucoup de choses qu'ils ont fait ces dernières années, notamment la première desquelles le rachat de Téléatlas, la boîte de cartographie. C'était en 2008, si mes souvenirs sont bons. Et ça valide surtout l'intérêt, comment dire ça? Ça valide la force de TomTom auprès de quelques dizaines de millions d'utilisateurs, donc pour eux c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs au lendemain de l'annonce, je crois que l'action TomTom devait prendre quelque chose comme 13-14%, donc c'est pas négligeable. Alors, petite précision, tu me le disais avant le début de l'émission, Alexandre, le guidage routier ne fonctionnera que sur l'iPhone 4S, c'est-à-dire qu'il dispose de Siri. Ouais, le guidage vocal. Effectivement, sur le 4S, sur l'iPad 2, sur l'iPad 3. Est-ce que c'est une restriction due à Siri? Je ne pense pas. Par contre, ce qu'il faut se demander, c'est si c'est une restriction voulue par le marketing d'Apple ou voulue par TomTom. Je m'explique. TomTom vend beaucoup d'applications pour iOS, que TrueMr X connaît bien d'ailleurs, on en a parlé lors du live. Il y a une base installée d'iPhone qui sait faire fonctionner le logiciel TomTom qui est assez importante, le 3GS, même le 3 d'ailleurs, sait le faire fonctionner, le 4 évidemment, le 4S aussi, donc le fait de limiter la fonction de guidage au 4S pourrait permettre quand même à TomTom de faire une transition assez douce vers un full iOS 6 peut-être pour les utilisateurs, ou alors le temps de développer une autre application avec des services supplémentaires qui ne seraient pas sur iOS. Voilà, c'est deux pistes pour expliquer cette restriction à mon avis. Au-delà des applications qui seraient, qui devraient moins se vendre, parce qu'effectivement l'application plan d'iOS 6 donc intègre pas mal de fonctions de ces GPS routiers qui sont les plus vendus aujourd'hui sur l'App Store d'Apple en termes d'applications qui génèrent le plus de revenus. Est-ce que ça veut dire que TomTom se prépare tout simplement à la disparition progressive des GPS routiers embarqués dans les voitures classiques avec un bâti hardware, messieurs? Ça a dû être un choix cornélien pour eux que de s'allier à Apple à cause de cette question. Voilà, je pense qu'ils sentent le vent venir, parce que ce ne sont pas les premiers fabricants de matériel à avoir des difficultés avec l'arrivée, on va dire, des fonctions multiples ou hybrides sur les smartphones. Apple se concurrence elle-même avec le baladeur MP3 iPod. Quand on a un iPhone, on n'achète plus vraiment d'iPod. Mais c'est vrai pour les consoles de jeux aussi, peut-être moins mais un peu. C'est vrai pour les radios portables. C'est vrai pour tout un tas de choses que le smartphone cannibalise. Voilà, donc qu'est-ce que devait faire TomTom? Donner sa technologie à Apple et en quelque sorte laisser le loup entrer dans la bergerie, ou alors continuer à essayer de maintenir la vente d'un produit dédié. Bon, ils ont répondu et j'espère qu'ils ont fait le bon choix, parce que des gens comme moi qui aiment bien réduire au maximum le nombre d'objets qu'ils ont pour ne plus avoir qu'un smartphone qui fait tout, moi c'est plutôt ma ligne de conduite. Le jour
où iOS 6 est dispo et que Maps tourne, si c'est performant et aussi performant évidemment que le TomTom que j'ai dans ma voiture, je le mets pas à la poubelle, mais je le revends, je le donne et hop, je me sers plus que de mon iPhone. Donc je pense que même si c'est que limité aux iPhone 4S et au futur iPhone 5, je suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre. Je pense que le tournant peut être assez massif. Une chose est sûre, donc tu en parlais Alexandre, donc l'arrivée de la 3D, donc ça c'est une nouveauté sur l'application Plan, hein, on n'en disposait pas sur iOS. Alors ça c'est, on le disait la semaine dernière, certainement les bienfaits et ce qui a été hérité du rachat de C3 Technologies, une start-up qui avait racheté Apple l'an passé. Alors on voit les progrès, c'est assez lent, hein, Alexandre, l'affichage de la 3D. On voit que c'est encore une bêta, hein. On en a fait la meilleure expérience, ça demande encore un petit peu de mise au point. Il y a encore 3-4 mois devant. Oui, bon, alors effectivement, bon, il y a non seulement ça, et puis il y a également la base des zones couvertes qui est aujourd'hui nettement moins riche que celle de Google. Donc ça, c'est indéniable. On peut zoomer autant que sur Google Maps, par exemple. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu ta question. On a vu au fil des versions de Google Maps et de Google Earth notamment la possibilité d'aller de plus en plus loin dans la précision de la cartographie des photos par satellite. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce que tu as pu voir dans iOS 6, on peut zoomer et avoir le même niveau de détail que sur Maps? Sur ce qu'on appelle les points d'intérêt, il n'y a pas de problème sur les vues aériennes, elles sont précises. Sur les zones, on va dire, moins denses ou moins intéressantes, on est vite dans le flou. Et là où Google a encore une grosse carte à jouer, c'est sur le Street View, hein, que le nouveau plan n'a pas. Est-ce que d'ailleurs Google va proposer son application sur l'App Store pour compenser? Ce sera intéressant de voir, parce qu'aujourd'hui il y a une version mobile de Google Maps qu'on peut utiliser avec Safari, mais qui ne permet pas, je crois, il y a tout simplement Google Earth déjà sur iOS. Pardon ? Tout simplement. Mais il y a aussi déjà Google Earth sur iPad et sur iPhone. Absolument. Bon, mais c'est pas pour la cartographie. Oui, moi, j'ai quand même une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que les autorités de régulation de la concurrence ne devraient pas s'intéresser à ce que fait Apple avec la navigation et son intégration dans l'application Plan? Alors, je croyais que tu allais dire Google, mais pourquoi Apple? Il me semble qu'ils sont en train, plus ou moins, de tuer le marché des applications GPS pour iPhone, non? D'accord, d'accord. En clair, comment Navigon va vendre son application maintenant? Alors, moi j'ai une ébauche de réponse à ça. Ce serait sur les services proposés en plus, qui peuvent ne pas être sur l'application d'Apple. Je pense à la signalisation des zones de danger, ce qu'on appelait avant les radars, hein, ce genre de choses. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, à ma connaissance, c'est pas dans Plan, en tout cas, c'est pas dans la version bêta. Est-ce que ce sera dans les suivantes? Je ne sais pas. On peut toujours utiliser une application en plus, en parallèle, pour ça, mais c'est moins pratique. Donc, je pense qu'il y a également des fonctions sociales qu'on retrouve dans des applications comme Waze, par exemple, qui est un GPS gratuit qui est finalement plutôt pas mal pour ça. L'intérêt, des choses comme ça, par exemple. Voilà, et puis est-ce que Google fait pas la même chose sur Android? Après tout, on peut se poser la question dans l'autre sens. Hein. Ouais, par contre, on n'a pas la réponse. Et est-ce que Microsoft ne peut pas le faire avec Windows Phone et Navtech Nokia? Il fut un temps où Microsoft aurait fait la même chose. Que n'aurait-on pas dit? Je rappelle qu'Apple n'est plus en position dominante sur le smartphone, donc la question ne se pose plus. Ouais, mais voilà, et puis il n'y a pas de problème de vente lié à partir du moment où, on va dire dans des conditions tarifaires et d'équité normales, Apple laisse vendre sur l'iPhone des applications concurrentes à Maps. Voilà, maintenant si par construction Maps a des fonctions totalement uniques, je sais pas, de cartographie, de trafic, etc., qui ne sont accessibles que dans Maps parce que Apple n'est que est la seule à accéder à des fonctions matérielles qui permettent de faire ça, et que les autres applications de GPS et de trafic routier n'ont pas ça. Bon, on pourra peut-être les accuser de vente liée ou de distorsion du marché, mais je crois qu'Apple est extrêmement entraîné à ça maintenant et qu'ils ne retomberont pas dans cette erreur-là. Oui, et le signe qu'ils ont signé avec TomTom, qui a aussi une grande expérience de ça, est plutôt positif en ce sens.
Ouais, et puis au-delà, il suffit de lancer la version Android de Maps pour s'apercevoir que ces fonctions de guidage routier classique qu'on retrouve dans un GPS routier de voiture, les téléphones sur Android le proposent en version de base depuis longtemps et que la version iPhone n'en disposait pas. Donc ce problème aussi se pose pour Google. La question, en tout cas la bonne nouvelle pour les GPS routiers, c'est qu'a priori, Plan dans iOS 6 nécessite une connexion Internet pour fonctionner. Donc si vous partez à l'étranger et que vous voulez utiliser votre iPhone pour vous guider, pas une bonne idée. Voilà, pas une bonne idée. Donc il y a encore un marché pour les GPS routiers traditionnels, car eux n'ont pas besoin de connexion Internet, du moins pour la simple fonction de guidage. Mais voilà. Tu sais, Olivier, même sans aller jusqu'à l'étranger, allez, si tu roules un peu vite et que tu es dans un endroit où la connexion 3G est un peu faible, qu'est-ce qui se passe? Pouf, Maps tombe, Maps n'est plus utilisable, les fonctions de trafic sont plus disponibles. Moi, je crois qu'elle est en fait vraiment là la faiblesse de Maps aujourd'hui tel qu'on peut l'entrevoir. Il faut une connexion Internet là où les produits indépendants comme ceux de TomTom font leur propre connexion et ça marche plutôt super bien. Je vous pose une question. Pour conclure. L'application Maps, dans sa nouvelle version iOS 6, elle va être disponible sur 3GS? Oui. On est sûr de ça? Oui. Avec les mêmes restrictions que sur le 4, enfin peut-être d'ailleurs. Mais tu n'auras pas le guidage vocal. D'accord, dans tous les cas, ok. Il n'y a pas le guidage vocal, il n'y a pas la 3D, il n'y a pas ce genre de choses. Alors, on a vu les avancées concrètes de Maps, de Plan dans iOS 6. On perd quand même des fonctions qui étaient intéressantes dans Maps, notamment Street View, qui est aussi pas mal décrié par les autorités. Là, on sent bien qu'Apple ne dispose pas des moyens gigantesques et phénoménaux que peuvent avoir Google pour mettre en place ce service. Et ça va être difficile pour Apple de répliquer sur ce point-là, messieurs. Alors, c'est pas qu'Apple n'a pas les moyens, c'est qu'Apple part juste avec 3 ou 4 ans de retard. Mais les moyens, ils les ont. Alors, est-ce que par contre, ils peuvent se permettre... c'est ces petites voitures qui se baladent un peu partout. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de remettre 3 ou 4 ans pour photographier les rues? Non, par contre, je pense que d'autres sociétés l'ont peut-être fait en partie et peut-être feront-ils comme Google s'ils veulent intégrer ce genre de fonctionnalité, c'est-à-dire commencer par les zones de vie que sont les grandes villes, etc. et puis petit à petit s'étendre ensuite aux zones moins denses. Je sais pas. Ils seraient susceptibles d'ouvrir leur portefeuille, c'est ça tu veux dire à nouveau, pour racheter une entreprise. Alors en tout cas l'arrêt de Maps pour Google, c'est aussi une mauvaise nouvelle, car selon un article d'une Business Insider et des données collectées par l'Institut Comscore Mobile Metrics, aux États-Unis, rien que pour le mois d'avril 2012, le nombre d'utilisateurs de Maps sur iOS représentait 31 millions de personnes, soit 45% du trafic mobile de Google Maps, donc c'est quand même considérable. C'est moins qu'Android, Android c'est 34,8, donc il y a quand même un manque à gagner pour Google. En gros, iOS représenterait, selon Piper Jaffray, 40% des revenus de recherche mobile de Google et 2% de ses revenus nets. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais encore une fois, tu l'as dit Alexandre, après tout, Google peut revenir sur iOS en proposant sa propre application, à savoir si Apple va l'accepter. Ce sera intéressant de le suivre. Une petite remarque sur les revenus, sur le besoin, c'est là le nerf de la guerre peut-être, messieurs, autour de Plan, c'est-à-dire qu'Apple veut s'attribuer, c'est dur à dire, les recettes de ces recherches et les recettes publicitaires, quand on dit qu'il y a des points d'intérêt, des choses comme ça va à Google aujourd'hui, demain ça pourrait aller à Apple. Ouais, je sais pas si c'est juste une histoire de revenus, qu'une histoire que plus globalement Google n'est plus vraiment en odeur de sainteté chez Apple, quoi. Enfin, je suis pas sûr que c'est une histoire de revenus plus que effectivement une histoire de stratégie qui veut que Google ne soit plus très bien vu. Voilà, je ne sais pas. Moi, je pense aussi que c'est pas véritablement à cause des revenus publicitaires potentiels. Bon, la stratégie de publicité d'Apple avec iAd. On peut pas dire que c'est un succès. On voit que ça va qu'à un cas. Apparemment, le 4e patron en 2 ans pour iAd a été remercié là dans les dernières 15 jours. Non, moi je crois simplement tout ce qui est cartographie au sens large et collecte des données géographiques et mise à disposition dans les applications. Ça devient une fonctionnalité totalement critique des smartphones et au cœur du smartphone, parce que la géoloc, on en fait plein de choses et ça va peupler plein d'autres applications, etc. etc. Donc c'est comme
on va dire Safari pour surfer ou la fonction musique pour l'iPod, il faut l'avoir, et Apple entend être indépendant. Surtout Google, depuis qu'ils étaient fâchés, ne donnait pas les mêmes fonctions sur iOS qu'il donnait sur Android. Donc Apple était en train de se faire entre guillemets avoir par Google, et Google délivrait une meilleure solution sur Android. Donc cette fonction critique, ils ont dit on va la prendre en main, parce qu'autrement on risque d'être là-dessus dépassé technologiquement, et ça c'était pas possible. Donc je crois que la motivation elle est plus là. Et d'ailleurs je rejoins effectivement Mister X sur ce point critique, parce qu'on s'aperçoit également que sur Windows Phone il y a pas mal d'évolutions également dans ce sens, et que effectivement Bing Maps, qui aujourd'hui était sur les terminaux Windows Phone 7, 7.5, va être remplacé à terme par Nokia Maps finalement sur les terminaux Windows Phone 8 et supérieur. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose de stratégique là-dedans, et qu'Apple est plus intéressé par un positionnement stratégique sur les maps, le guidage et ce genre de choses, que par d'éventuels revenus publicitaires qui, jusqu'à preuve du contraire, n'arrivent pas bien à générer jusqu'à présent. Ouais, mais à terme, on sait qu'il y a un potentiel. Hein, c'est pas encore d'actualité, mais quelque chose me dit que ça, surtout avec l'émergence des tablettes par rapport au PC. Mais n'anticipons pas le débat suivant. On est en retard, mais si on avance concernant l'autre avancée majeure de cette iOS 6, c'est bien sûr la nouvelle version, la nouvelle évolution de Siri, parce que ça reste encore une version bêta. Il reste à savoir ça marche si maintenant au moment de lancement. Pardon. Au moment du lancement, on va faire le test. Au moment du lancement d'iOS 6, Apple considérera toujours que c'est une version bêta ou pas. L'assistant vocal progresse, mais ce n'est pas encore vraiment donc la panacée, surtout pour la version française qui ne dispose pas, Alexandre, de la fameuse base de données Wolfram Alpha. Mais enfin, déjà, le progrès le plus notable, c'est que tu peux lancer, je crois, des applications à la voix maintenant. On s'est un petit peu amusé cet après-midi avec un. C'est une version bêta. Voilà, pour les applications, on n'a pas eu trop de problèmes. Hein. C'est plutôt pour d'autres commandes où il avait du mal à te comprendre, mais bon. Alors on va faire la démo. Alors donc là j'ai un 4S. On va demander de lancer l'application On refait le Mac. On va voir si ça marche. Mon cher Siri, c'est parti. Lance l'application On refait le Mac. Ouais. Vous recommencez. J'ai eu un problème. Alors on je croyais qu'il recommence. fallait dire ORLM. Je sais pas, mais. Il y a deux applications. Hein. Lance l'application On refait le Mac. Quelque chose n'a pas fonctionné. Ouais, c'est encore une bêta. Alors on va essayer. Alors il est très susceptible à la sémantique. Ouais, je Alors comprends. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Lance, on ouvre l'application. On va Lance essayer. ORLM. Lance, on refait le Mac. Désolé Olivier, il y a un problème. Bah voilà. Hein. Lui lancer la Olivier, je météo. pense que tu parles mal à ton téléphone. Non, on va essayer autre chose. Tiens. La météo, hein, tout simplement. Lance Facebook. C'est pas là. Bon. Voilà, c'est une version bêta, chers amis. C'est Bon. absolument convaincant. Avant le début de l'enregistrement, ça fonctionnait, hein, mais comme quoi, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. On va encore essayer une dernière fois. On va voir. Pour s'en convaincre. Lance l'application. Ah oui, je sais ce qu'il faut dire. Il faut dire l'app. Il n'aime pas application. On va voir. Attendez. Lance l'app. On refait le Mac. Je suis très inquiet. Mes excuses Olivier, quelque chose n'a pas fonctionné. Ok, bon, on va pas Il assister. est poli quand même. Bien, hein, alors. faut pas lui enlever ça. Ouais, bon. Bon, c'est un retour de bâton. On s'était moqué de la fonction vocale de ceci, à savoir le Galaxy S3 qui est là, que je suis en train de tester. Et c'est pas mieux encore. Il y a des progrès à faire. Alors, l'autre grande avancée concernant Siri, par contre, c'est qu'on pourra lancer théoriquement, je n'ose pas faire le test, demander à Maps, à Plan, pour revenir à Plan, de nous guider sur Maps. C'est ça, Alexandre. Et je vais essayer juste après, je suis très inquiet. Ah oui, alors effectivement, l'intérêt de ça, si ça marche, c'est que dans ta voiture, tu n'as plus besoin de taper l'adresse. Tu demandes à Siri de te guider vers ton point de destination, qui peut être donc le nom d'un contact si l'adresse est renseignée, ou une adresse que tu donnes en clair. Et normalement, ça va lancer le plan et commencer le guidage. Alors on a essayé tout à l'heure, ça marchait une fois sur deux. Tu peux essayer ce soir, on va voir. Allez, y va. Guide-moi pour Ajaccio. La question est un peu mal posée, on va voir.
Suivez cet itinéraire pour vous rendre à Ajaccio. Ah, ça marche. J'hallucine. Tu l'as bien dressé. dites-moi. Magnifique. Bon, là, évidemment, il y a un peu trop de rétroéclairage. Mais évidemment, voilà, ouais, vous voyez les limites du système. Un mais cligne vers le bon, bas, on verra mieux, je pense. voilà, on devine la Dans l'autre France sens, et dans l'autre sens. voilà, je sais pas, voilà, on devine un petit peu. Vous voyez, il Ouais, on voit décide. le Voilà, en trajet, gros, ouais. vous appuyez sur le bouton dans la voiture et il vous donnera la destination. Oui, ça c'est sympa. Il reste encore à bosser, hein, les gens d'Apple, les développeurs, pour que ça soit vraiment optimisé pour que ça soit véritablement efficient, du moins en français. Alors, il y a plein d'autres fonctions que j'ai trouvées originales, qui sont moins mises en avant par Apple, notamment la fonction ne pas déranger, Alexandre. Ouais, c'est un peu. Alors, ce qui est marrant dans iOS 6, c'est que c'est pas l'OS révolutionnaire. Mais en revanche, il y a beaucoup de petites nouvelles fonctions qu'on se prend à utiliser très naturellement. Donc ça prouve, un, qu'elles manquaient, et deux, qu'elles sont très intuitives. Et ne pas déranger, ça fait partie de celle-là. C'est un jeu, comment on pourrait définir ça? C'est un super filtre, en quelque sorte, qui permet de définir par exemple une plage horaire pendant laquelle vous voulez pas que votre téléphone sonne, que les mails soient notifiés, que vos tweets, etc. Vous dérangent. Ce qui n'empêche pas le téléphone d'être toujours actif, fonctionnel. Les messages continuent à arriver, la messagerie prend le relais. Et vous avez également des systèmes de filtres donc, qui permettent certains appels entrants, votre femme, votre vénéré patron, ce genre de choses. Et également un mode d'urgence. Voilà, l'iChef bien sûr, et un mode d'urgence qui permet à quelqu'un qui insisterait, en appelant 2 fois en moins de 3 minutes, de quand même voir son appel aboutir. Donc c'est un truc plutôt intéressant et plutôt malin. On se demande même pourquoi c'était pas là avant. C'est vraiment le truc qu'on va utiliser, je pense. Alors il y a plein d'autres choses, notamment l'arrivée de FaceTime, le FaceTime en 3G. Donc là, je sais pas si ça dépendra des opérateurs. Alors, on n'avait pas réussi à le faire fonctionner avec Alexandre en début d'émission, mais en fait, il y a un réglage spécifique que j'ai trouvé entre-temps. Donc, a priori, on vous donnera la réponse dans le prochain épisode pour savoir si ça a marché. Alors, une application plus originale, Alexandre, c'est Passbook. Ouais, Passbook, alors je sais pas si vous connaissez des applications comme FeedMe qui existe en France. Alors c'est une boîte qui s'appelle Snap qui fait ça. FeedMe, c'est une app qui existe pour tous les mobiles. Hein. Ça existe sur Android, sur Windows, même sur des trucs en Java. C'est un portefeuille pour vos cartes de fidélité. Passbook, c'est un peu ça, c'est un peu plus que ça aussi, puisque c'est une application dans laquelle vont pouvoir se glisser tout ce qui est carte d'accès, carte de fidélité, carte de paiement, chèque cadeau, etc. Mais carte de paiement, il faudrait du NFC, non? Alors non, tu peux avoir ce qu'on appelle des coupons de paiement en fait qui vont se débiter pas forcément sur du NFC, ça peut être en code barre. Hein. Et le solde se rajuste automatiquement. Alors, on peut penser que c'est gadget, ce genre d'application, mais moi j'ai un peu regardé. Et FeedMe, c'est une petite boîte en France, hein, Snap, c'est une vingtaine de personnes, mais c'est quand même, alors attends que je retrouve ma source, c'est quand même un petit million d'euros de chiffre d'affaires en un an d'existence. Et surtout 200 000 euros de résultats. Donc si on rapporte ça à l'échelle du monde et avec tous les services en plus qu'on peut mettre dedans, ça peut être un business assez conséquent. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, de ce que j'ai essayé sur iOS 6, c'est un peu une coquille vide, hein, l'application, mais c'est juste une image, hein, elle n'est pas. Aujourd'hui, il n'y a rien. Elle n'est pas opérationnelle. On ne peut pas la tester. Voilà. On ne peut pas vous la montrer, c'est juste une image statique. Donc voilà, de l'interface. Vide, donc effectivement, on ne peut pas la tester. Je pense que l'idée est assez bonne. Maintenant, à mon sens, c'est une application qui prendra tout son sens avec un iPhone NFC, quoi. Enfin, vraiment, l'usage sans NFC me laisse un tout petit peu perplexe. C'est-à-dire pour que les données de différentes cartes de fidélité et d'abonnement soient automatiquement intégrées et prises en charge par le téléphone sans besoin de rentrer ses coordonnées, etc. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis effectivement, pour sécuriser tes transactions, si effectivement tu es obligé de lancer l'app pour choisir le truc alors que finalement tu peux directement swiper ton téléphone pour payer ta transaction ou pour la valider, c'est autre chose. Alors ce qui est intéressant, Julien, ce qui a été montré pendant la démo à la keynote, hein, c'est que
a priori, si tu règles bien ton truc, tu n'auras pas besoin de lancer l'app, parce que si tu as un coupon Starbucks, quand tu vas rentrer chez Starbucks, l'app va te localiser et ouvrir directement le coupon sur ta page pour que tu puisses payer ton café. Donc, Je demande à voir. On verra ce que ça donnera chez nous, hein, mais bon. Oui, c'est aussi effectivement le risque de ce genre d'application, c'est que finalement, ça soit une application qui marche qu'aux États-Unis quasiment. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, moi. Parce qu'en fait, il y a des solutions comme ça qui... Culturellement, c'est très américain. Non, Olivier, ça, je suis pas sûr. Enfin, la culture du coupon, oui, mais... Ouais. Non, mais ça existe beaucoup en France. Maintenant, des solutions comme ça qui te permettent de dématérialiser tes cartes de fidélité, qui encombrent nos portefeuilles, c'est vrai, dans une application smartphone et dans un iPhone, par exemple, ça existe quand même depuis un paquet de temps. Il y a Feedbook, je crois qui est fait par une société qui s'appelle AirTag en France et dont je crois Cédric avait parlé la dernière fois. Et qui va même un petit peu plus loin puisque ça fait le pont, c'est ce qu'évoquait Julien aussi avec le NFC. Donc vous pouvez avec les solutions de chez AirTag et une seule application en même temps dématérialiser vos cartes de fidélité. C'est en test dans pas mal de villes en France, on peut prendre l'exemple de Nice par exemple, et vous pouvez aussi payer si en plus votre smartphone fait NFC. Voilà, donc c'est déjà en place. Le problème avec ça, c'est que c'est un problème d'écosystème. Voilà, il faut qu'il y ait un intermédiaire qui aille négocier avec, je sais pas moi, les restaurants McDonald's et les restaurants Quick pour qu'il y ait un programme qui fasse que les coupons de réduction ou les points de fidélité acquis soient compatibles avec le programme McDonald's en caisse et que instantanément quand vous passiez votre commande vous soyez crédité avec vos points de fidélité et puis que vous puissiez après les réutiliser. Donc il y a toute une intermédiation à faire. Et je vois mal Apple, à l'instar d'iTunes avec la musique ou encore d'iTunes avec la vidéo, avoir dans chaque pays des gens qui vont négocier ces accords et qui vont permettre à Passbook d'être accroché au programme de fidélité d'enseignes de retail. Aux États-Unis peut-être, en France, j'y crois moins parce que je te dis, il y a vraiment ce travail d'écosystème, il faut être vraiment local et Apple ne sait pas être local dans ce type de négociation. Il est plutôt global, oui. Malheureusement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un genre de kit de développement simplement réduit, uniquement dédié à ça, que les enseignes pourraient simplement... Si, Alexandre, mais tu sais comment ça va se finir. Et 30% reversés à Apple. Yes, c'est-à-dire que... Mais Snap prend une commission sur les transactions aussi. Oui, mais les conditions d'Apple seront toujours les pires, parce que... Enfin, je leur fais un petit procès d'intention, excusez-moi. Mais si tu prends une autre solution, comme le Feedbook par exemple, aujourd'hui, tu fais un deal avec AirTag, ils vont essayer de trouver un point d'équilibre en termes de marge qui doit être correct pour eux et puis pour bien sûr les commerçants qui utiliseraient leur technologie. Apple, c'est pas ça le deal. Apple arrive et dit, alors moi, il y a 5 millions d'iPhone en France. Donc vous utilisez Passbook pour votre programme de fidélité, vous dématérialisez votre carte de fidélité et vous allez accéder à 5 millions de possesseurs d'iPhone en tant que prospect, puisque tu peux imaginer que dans Passbook, tu aies non seulement tes cartes de fidélité, tes cartes privilèges, mais qu'on te fasse la promotion de programmes de fidélité auxquels tu n'es pas encore inscrit. Donc Apple, à mon avis, va vendre Passbook comme un outil de marketing direct pour les enseignes retail. Et là, ça ne sera pas la même limonade qu'avec Feedbook d'AirTag. Or, il faut bien savoir que la carte fidélité ou les cartes privilèges, c'est de la marge en moins pour un magasin dans l'espoir de faire plus de chiffre d'affaires. Donc la marge de négo est pas très forte et Apple va y aller, à mon avis, avec ses gros sabots. Donc je suis pas sûr que ça marche à cause de ces problèmes d'écosystème. Alors il y a plein de petites évolutions qui n'ont pas forcément été mises en avant par Apple. Tu me disais, Alexandre, notamment l'accès au Bluetooth qui se fait dès le premier niveau des réglages, donc besoin de tritouiller. Dans Safari, la gestion et la récupération des onglets que vous avez ouverts sur le Mac ou sur l'iPad, vous les retrouvez sur l'iPhone. La sécurisation des listes de lecture, l'intégration Facebook, Apple en a beaucoup parlé la semaine dernière, au même titre que Twitter l'année dernière. Et enfin, bien sûr, mail, des petites choses qui vont simplifier la vie, Alexandre, notamment la possibilité d'intégrer tout simplement une pièce jointe dans un mail. Auparavant, il fallait d'abord sélectionner la photo et après, elle était envoyée par mail. Voilà, bon, là, effectivement, Apple l'a intégré à mail.
avec la gestuelle du copier-coller, hein, on fait défiler le menu et on a inséré photo, vidéo. On peut imaginer qu'à terme, il y ait aussi inséré PDF, inséré fichier, page, doc, etc. À voir. On voit qu'iOS, petit à petit, se dote de fonctionnalités. Voilà. Et de la souplesse d'un système d'exploitation digne d'un ordinateur, on peut dire ça. Alors, il y a ça, et avec toutes les petites fonctions de tri qui ont été rajoutées, les listes VIP, les tris par flag des emails, on arrive à avoir un système, on va dire, productivement intéressant. C'est-à-dire que avant, où l'appli mail était un peu un gadget qui servait uniquement à recevoir des mails, mais qui était compliqué pour les retrouver, là on arrive à quelque chose qui va permettre, à mon avis, de vraiment commencer à travailler sérieusement. Et peut-être que des applications comme Sparrow, des choses comme ça qui sont arrivées, ont secoué un peu le cocotier, et c'est pas plus mal. Ouais, notamment la fonction VIP, je trouvais ça vachement intéressant, notamment la possibilité de mettre en avant par des alertes, par des notifications en plein écran, l'arrivée de mails que vous considérez importants, par exemple de True Mysteries, clac, j'ai une alerte en me disant voilà, il est arrivé, et j'ai pas besoin de checker chaque fois que j'attends bip sur mon iPhone. Je sais pas si ça existe, Julien, sur d'autres plateformes, ce genre de fonction. Je l'ai pas en tête. Moi, ce qui me chagrine sur la fonction VIP, je vais pas revenir sur le fait qu'elle soit pas disponible sur d'anciens iDevice, parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse forcer à ce choix arbitraire. Elle marche sur l'iPhone 4. Hein. Oui, mais pas sur le 3GS. Mais ce qui me chagrine, c'est que effectivement, on a un doublon de fonctionnalités sur l'iPhone, avec d'un côté les VIP pour les emails et de l'autre les favoris pour les contacts téléphoniques. Et je vois pas pourquoi effectivement il faudrait gérer deux listes, une liste de VIP, une liste de favoris, et ça serait pas les mêmes, et je trouve ça assez embêtant, ennuyeux, ou pas clair. Alors pour conclure sur iOS 6, il y avait eu beaucoup de bruit en amont de la présentation de cette bêta. Rappelons que c'est encore une bêta, qu'elle est perfectible, du moins on l'espère. Beaucoup évoquaient une évolution de l'interface, car cela reste vraiment très minimaliste, les évolutions de l'interface. Et le résultat, Alexandre, n'est pas toujours de très très bon goût, avec notamment la barre noire qui disparaît, se met aux couleurs des applications que vous lancez. Bref, bon, il n'y a pas véritablement de révolution côté interface, c'est une évolution par contre. Non, mais je trouve que sur bien des points, elle devient, au contraire, je la trouve plutôt cohérente. Après, on peut discuter les goûts et les couleurs, mais justement, elle devient cohérente d'une application à l'autre. Voilà, après, la mise en forme peut se discuter, mais c'est un pas dans le bon sens, à mon avis. Plus globalement, moi je pense quand même qu'effectivement, d'abord, il y a un raffinement qui se fait au fur et à mesure des versions d'iOS, et effectivement, ça progresse dans le bon sens. Et petites améliorations par petites améliorations, on progresse en termes d'ergonomie ou de productivité. Maintenant, il y a quand même un problème fondamental, c'est que le springboard de l'iPhone, il n'a pas changé depuis 2007. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que effectivement, même si c'est un trademark quasiment pour Apple, que effectivement le fond d'écran avec la rangée d'icônes, ça soit toujours la présentation la plus ergonomique, la grille, ou la plus pertinente en 2012. Et je pense que ça devient de plus en plus un problème flagrant pour Apple en tout cas. En tout cas, c'est pas mal suivi par Android, en tout cas à ce point-là. On sait que Windows a été dans une autre orientation. Habile transition, il y aura certainement d'autres surprises, d'autres mises à jour d'iOS, donc on en reparlera d'ici la sortie de cette version d'iOS 6 qui devrait être conjointe avec la sortie du prochain iPhone. N'allons pas trop vite, mais ça devrait être certainement à la rentrée ou à l'automne. Monsieur, un dernier petit truc sur iOS 6. Dont j'attends confirmation, donc le premier qui le teste et qui le fait marcher m'appelle, c'est est-ce que FaceTime marche véritablement en 3G? Voilà. Alors, ça a été annoncé sur les réseaux, puis après sur les réseaux américains, enfin je sais pas trop ce qu'il en est. Tu sais que cette fonctionnalité, déjà, elle n'est supportée que de 4S à 4S, ou alors je sais plus si c'est iPad 2 ou iPad 3. Ça marche pas avec l'iPhone 4, on a essayé avec l'iPhone 4, c'est mort. Pour une raison on a essayé avec Alexandre avant le début de l'émission. Effectivement, Alexandre a un iPhone 4 et pas un 4S, et donc du moins sur la version où il a installé iOS 6, et c'est pour ça que ça marchait pas, et je l'ai su a posteriori. Effectivement, j'ai fait le même test, iOS 6 sur un iPhone 4, et FaceTime ne marche pas en 3G. Ouais, non mais moi c'est plutôt pour appeler aussi, tu vois, l'iMac de ma fille, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, et sans Wi-Fi, parce que avec cette limitation Wi-Fi, on n'en fait rien, quoi. Oui, et d'ailleurs, on fait le Mac sur tous les terrains. Puisqu'on parle de FaceTime, j'ai une pensée émue pour Cédric, parce qu'avec Cédric, on compte toujours encore les jours avant l'ouverture du protocole de FaceTime promise par Apple il y a combien de temps maintenant ?
à d'autres acteurs du secteur de la visioconférence et Je d'autres crois que le constructeurs. protocole n'est toujours pas ouvert et qu'il reste toujours un protocole propriétaire Apple, contrairement à ce qui avait été Mais en même temps, Alors- ça marche pas, donc... enfin, pas trop. Ça marche. Alors parlons du deuxième sujet fort de cette semaine, c'est bien sûr l'arrivée de Microsoft Surface. C'est une surprise, hein. Microsoft lance une tablette sous sa propre marque et qui fonctionne naturellement sous Windows 8, la prochaine version du système d'exploitation de Microsoft. La grande spécialité de Julien Léger, son nom c'est Surface, hein, du nom, il reprend le nom de ces énormes tables tactiles hein, du constructeur de Raymond. Alors il y a deux tablettes, Julien, si j'ai bien suivi, l'une grande public, la Surface RT, équipée d'un écran des 10,8 pouces, de 32 ou 64 Go, je fais la liste, hein, d'un port USB 2, assez fine, plus fine que l'iPad, 9,3 mm, soit 1 mm de moins que l'iPad de nouvelle génération, 673 grammes quand même. Elle dispose d'un châssis en magnésium. Et fait majeur de cette tablette Made in Redmond, elle est équipée de l'équivalent d'une étonnante smart cover qui intègre, Julien, qui s'appelle le Touch Cover. Je sais pas où ils ont été chercher ça, mais la valeur ajoutée, la bonne idée, Il y a le touch. la bonne idée, c'est qu'elle intègre un clavier, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, Donc, il y a un clavier, bon, il faudra voir un petit peu ce que ça donne à l'usage, puisqu'on est encore un peu sceptique sur effectivement. Parce qu'il y a deux modèles de clavier. Il y a un modèle apparemment qui est sensitive, c'est le Touch Cover, et il y a un modèle Ils ont inventé le TO7. qui se rapproche effectivement. Attention, d'un clavier un petit peu plus mécanique et qui est la Type Cover. Donc il faudra voir effectivement. Alors ça semble inspiré, regardez notre ami Steph Cartoon, alors on pourrait le diffuser à l'écran, voilà, ça arrive. Voilà, ceci n'est pas une tablette, ceci est une révolution. À notre tablette, nous lui avons ajouté un clavier qui se replie sous l'écran. Nous avons ainsi inventé un ordinateur portable. Donc il semblerait que Microsoft réinvente l'ordinateur portable. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'effectivement, bon, alors on peut débattre du fait qu'il y ait deux tablettes positionnées vers deux audiences totalement différentes. Donc on va en parler. Mais sur le modèle Pro, il est intéressant de noter que Microsoft le présente quasiment comme une alternative aux Ultrabooks. Et effectivement, dans le discours de Microsoft, l'idée c'est de dire, bah voilà, avec notre Surface en Windows 8 Pro, dont on ne connaît pas le prix ni la disponibilité, ni même si elle sortira en Europe, bah vous aurez finalement l'équivalent d'un Ultrabook et vous serez aussi productif qu'avec un ordinateur portable. Et regardez qui nous rejoint ce soir, en retard, mais presque à la fin de l'émission. C'est Rodrigo Sepulveda, Scholz, investisseur, podcaster, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut les enfants. Il est 23h, enfin non, il est minuit 23. Ouais. Et les affaires n'attendent pas, donc désolé. L'entrepreneur doit entreprendre. L'investisseur doit investir. L'entrepreneur doit entreprendre, l'investisseur doit investir. Le podcasteur doit podcaster, c'est l'heure là maintenant, ça suffit. Alors, voilà. Bon, bref. Alors, oui, c'est bon, oui, c'est Rodrigo. Sans transition, donc on parlait, Rodrigo, et les autres ont suivi, tout va bien, de la nouvelle Microsoft Surface, la tablette de Microsoft. Tu le disais, Julien, il y a deux versions, une version grand public équipée d'une puce ARM, les mêmes puces qu'on retrouve dans la plupart des objets mobiles, des smartphones et des tablettes du marché, et une autre pour les pros, tu l'as dit, cette fois-ci équipée d'une puce X86, les mêmes puces qu'on retrouve dans nos MacBook Air, nos MacBook Pro, à savoir les puces de la plateforme Sandy Bridge d'Intel, les plus épaisses, elles sont très 103 grammes. C'est pas du Sandbridge. Ouais. Du Ivy Bridge, excuse-moi, ouais, je me suis trompé. 903 grammes, elle a un stylet 64-128 Go. Un stylet, une réminiscence des tablettes PC, non? C'était il y a en 2002, ça, non? C'est bien, 2004 Ouais, alors on comprend pas trop où ils veulent en venir. Juste une chose quand même, avant de comprendre un petit peu la stratégie de Microsoft, on connaît pour l'instant ni prix ni disponibilité encore. Pas de prix, pas de disponibilité, et on ne sait même pas si effectivement cette ou ces tablettes traverseront l'Atlantique. Aujourd'hui, j'attends toujours d'ailleurs à date le communiqué de presse en français de Microsoft France m'annonçant cette nouvelle tablette. Donc s'il y a quelqu'un de Microsoft France qui nous écoute, on attend avec impatience. Attends qu'ils annoncent le Zune d'abord. C'est effectivement le risque. Ouch. Ça serait dommage que ces tablettes connaissent un destin comme le Zune. Ça serait regrettable. Ouch. Alors, déjà, parlons un peu de la stratégie. Déjà, il va falloir faire beaucoup de pédagogie de la part de Steve Ballmer et de Microsoft. Pourquoi? Parce que, donc, on l'a dit, il y a une tablette sur ARM, une tablette sur x86, et évidemment, elles ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que les applications que vous développez aujourd'hui sur Windows tournent sans problème sur l'appli, sur je vais y arriver, la tablette sous x86, mais elles ne tourneront pas sur l'autre, à savoir sur l'interface qu'on appelle Aero,
si je ne me trompe pas. Il n'y a plus d'aéro dans Windows. Métro, excusez-moi. Alors ça veut dire qu'il va falloir expliquer aux différents utilisateurs que il faudra racheter ces applications et les développeurs les recompiler pour les faire tourner sur toutes les interfaces. Oui, en effet, c'est un vrai problème pour Microsoft. Déjà, parce qu'ils vont avoir deux tablettes qui visiblement ont le même nom, avec toutes les deux le branding Windows, qui est un branding qui est connu depuis 25 ans et plus, qui dans l'inconscient populaire est effectivement à une compatibilité descendante, ce qu'on appelle la legacy, assez extraordinaire. Et aujourd'hui, finalement, la tablette ARM ne sera compatible avec rien, bien qu'elle soit Windows, mais on ne pourra faire tourner aucune application Windows. Il faut redévelopper et recréer un écosystème, c'est ça en fait. Exactement, il faudra peut-être pas racheter cette qui est la force de Windows aujourd'hui. Sur Windows RT, le nom de la version ARM de Windows 8, les applications ne tournent que sur Metro, donc il n'y a pas d'application en environnement desktop sauf Office. Une parenthèse, on pourra questionner ce choix. Et donc d'un autre côté, on a effectivement la tablette Windows 8 Pro, donc la Surface, qui va être bien plus onéreuse et qui, elle, va être compatible avec l'ensemble des applications Windows conçues à ce jour, y compris les nouvelles applications Metro. Et ça, effectivement, pour l'expliquer, ça va être extrêmement compliqué, d'autant plus que, au vu des caractéristiques techniques, la différence de prix risque d'être assez significative entre les deux tablettes. Alors, il y a des rumeurs, on parle de entre 500 et 800 euros pour les deux modèles, mais on verra. 800 dollars, pardon. Non, mais on verra dans les faits dans les mois qui viennent. Quand on regarde la spec sheet des deux tableaux, des deux tablettes, c'est effectivement les tarifs qui viennent en tête. Donc c'est aussi intéressant de voir que Microsoft dit maintenant, ARM c'est pour le grand public et Intel c'est pour les pros. Je suis pas sûr que chez Intel ils soient bien d'accord avec cette segmentation, cette vision du marché. Alors, on va se tourner vers les pros du marketing, à savoir Monsieur X et Rodrigo. Qu'est-ce que vous inspire déjà ces stratégies de se dire, la force de Windows aujourd'hui, c'est son écosystème, et on part sur une tablette qui, entre guillemets, n'est pas compatible, non, c'est pas entre guillemets, elle l'est pas, et qu'il va falloir amener les développeurs de Windows à migrer vers cet environnement. Moi, je crois que ça va bien se passer. Parce que je crois que Microsoft a enfin, non pas compris, ils l'ont compris depuis longtemps, mais accepté qu'à un moment, pour faire dans ce marché-là un saut en avant, une rupture, voire rattraper un certain retard qu'ils ont, il faut tomber cette fameuse legacy dont parlait Julien. Donc en gros, si tu essayes de concevoir la tablette de demain, qui est la Surface, en prenant en compte le portefeuille d'applications des 3, 4, 5 dernières années des utilisateurs de PC Windows, tu t'en sors pas, parce que tu traînes quelque part comme un boulet cette rétrocompatibilité et tu n'arrives pas à faire quelque chose de véritablement neuf. Donc c'est en même temps une nécessité. Qui menace un jour peut-être Apple avec iOS, on en parlait tout à l'heure sur l'évolution possible de l'interface d'iOS. Oui, mais Apple fait ça bien. Apple, c'est d'une génération à l'autre. C'est plus contemporain, ça a 5 ans l'iPhone. Désolé, on fait un saut en avant et les applications qui sont un peu trop vieilles ou les matériels qui sont un peu trop vieilles ne sont pas compatibles avec notre nouvelle solution. Donc ça, Microsoft l'avait compris. Microsoft l'avait jamais fait sien, le fait de faire une rupture sans la rétrocompatibilité, parce que c'était une des qualités de base de Windows. À la limite, je pouvais faire mon PC avec les pièces que je voulais, et puis mes anciennes applications fonctionnaient sur la nouvelle version de Windows. Donc là, ils ont accepté ça, et ils font un pas en avant, et moi je crois que ça va bien se passer, parce que les développeurs Windows ont besoin pas d'une, mais deux nouvelles plateformes, d'un nouvel environnement dynamique, sur lequel ils puissent avoir autant de créativité et faire autant d'argent que sur Android Market et iOS, et peut-être en plus avec une bienveillance de la part de Microsoft qui, une fois de plus, serait meilleure que celle d'Apple. Donc moi je suis plutôt optimiste là-dessus, et sur les fonctionnalités du produit en deux mots, moi le clavier je trouve ça plutôt malin, malgré le dessin de Steph Cartoon qui est assez drôle. Ça permettrait d'utiliser rapidement la tablette Microsoft comme un ordinateur, justement pour faire du boulot, parce qu'il y a un clavier et c'est indépassable aujourd'hui, notamment avec Office. Et enfin, le pied, c'est juste pas con, quoi. On n'a pas parlé, il y a un pied, effectivement. Il y a que les Mac fans absolus comme moi qui font croire à leur entourage que l'espèce de petit dock foireux d'Apple qui a déjà du mal à remettre l'iPad pour qu'il se charge, c'est une bonne solution pour poser l'iPad partout. Voilà. On ne sait pas où le foutre, l'iPad. Il faudra acheter 3 pieds, ça tient pas. Mais c'est beau parce que Steve avait dit que ça devait être beau et sans pied. Bon, là, c'est peut-être moins élégant. Mais il y a un pied et la tablette peut faire ce à quoi elle
est destiné. Passer de la Un cuisine ordinateur. à la Mais salle tu auras de bain, etc. Tu auras etc., l'occasion etc. de revenir sur le sujet, sur le modèle de Microsoft et la stratégie concernant la vision produit. Mais là, parlons d'une manière générale, comment ils vont amener les gens à migrer vers Surface. Un mot pour Rodrigo, quand on voit qu'on critique par exemple Apple lorsqu'il change de résolution de l'écran, quand on s'interroge sur la possibilité de grandir l'écran de l'iPhone et le pataquès que ça pourrait représenter pour les développeurs, là, il faut carrément développer des applications pour des écrans de tablettes, pour des écrans d'ordinateur et pour des écrans potentiellement de tablettes pro. Ça fait quand même, voilà, marketingment parlant, c'est pas gagné non plus, même malgré l'optimisme de Monsieur X, Rodrigo. Non, je pense que Monsieur X a raison. Oh. Non, mais oui, non, mais on est comme ça. Hein. Solidarité entre filles. Hein. Ouais. C'était un tel gros boulet, hein, l'environnement, j'ai oublié son nom, Fondation X ou je sais pas quoi là chez Windows, qui traîne depuis Windows 3.11, qu'on a retrouvé dans Windows 95, puis dans Windows XP, puis dans Tu veux parler de Win 32, tu veux parler de... Voilà, ouais, c'est ça. Parce que Fondation X, je ne connais pas, hein. Enfin c'est peut-être... Je sais bien qu'il y a... Veuillez laver la bouche de Rodrigo au savon noir, s'il vous plaît. Non, allez. Bon, voilà, donc c'est un tellement gros boulet, il traîne ce paradigme, vous savez, qui a été promu par un mec qui s'appelait Bill Gates, qui avait oublié de parler d'Internet dans son livre du futur. Il parle de MSN. Je sais pas si vous vous souvenez quand même. À un moment donné, il faut se dire, c'est bon, quoi, la jambe, il faut la couper, la gangrène, elle est là, quoi, il faut couper, et il faut repartir à neuf. Alors ils ont essayé 2 ou 3 fois avec différentes interfaces. Là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un petit peu bien bossé. L'interface est très 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 sympa. Ouais. Non, attends. On peut aimer ou pas aimer, c'est sympa. mais elle est radicalement différente, non seulement de tout ce qu'ils ont fait par le passé, mais radicalement différente. Moi, j'aime bien. De ce que font tous les autres. L'interface, on l'a d'abord vue chez Zune, donc l'espèce de iPod, pas l'iPod couleur caca qui a été fait chez Microsoft. Et qui n'a jamais traversé l'Atlantique. Mais qu'ils ont décliné aujourd'hui, que l'on retrouve en termes d'unité graphique sur la Xbox, qu'on retrouve maintenant dans Metro, qu'on retrouve sur les tablettes, Unifiée. Elle est unifiée, elle est assez caractéristique, elle a été pensée. J'ai tapé Shakusha la semaine dernière, il y avait le mec qui en parlait. Enfin bon, on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas super fan, mais elle a cette identité. À un moment donné, il faut se dire, il faut couper le passé et il faut y aller de l'avant. Oui, mais justement, moi je me permets de rebondir là-dessus. J'entends bien, pourquoi pas Ouais. Pourquoi pas Calme-toi. Vous avez tous les deux raison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ce que Microsoft fait. Sauf qu'aujourd'hui, Windows 8, c'est un OS hybride. Et c'est pour ça qu'il y a 2 tablettes, et c'est pour ça que d'un côté on a Metro, d'un côté on a le desktop, parce qu'effectivement, Microsoft ne peut pas couper ou n'ose pas, je ne sais pas, mais ouais, mais mais c'est revenu. Ils vivent de ça aujourd'hui. Tu vois, dans le communiqué de presse, ils te disent, dans le communiqué de presse, ils te disent, il y a 2 versions, dont une qui fait tourner Microsoft Office. Moi, ça m'a fait hurler de rire, quoi. C'est Microsoft Office sur une tablette, c'est pas prévu pour, en termes de puissance, en termes de taille de l'écran. Il va arriver sur l'iPad. Et le trackpad. Non, mais ok. non, mais ça. Alors là, Microsoft Office, justement, là, on peut parler. Tout à l'heure, je faisais la remarque des autorités. Alors tu l'as théoriquement pour défendre Windows, hein, Julien. Non, mais c'est un gag. Ils n'ont pas compris. Je trouve ça absolument. Enfin, moi, ça me fait bondir parce que je comprends pas. Je comprends pas que personne ne dise rien. On intègre Office dans Windows et personne. On trouve ça normal. Bon. C'était une manne considérable, financière, tu veux dire. Office sur une tablette. C'est juste ce que tout le monde demande depuis des années. Et en entreprise, si effectivement Microsoft a des velléités de pousser ses tablettes en entreprise, effectivement d'avoir Office sur sa tablette, ça sera juste un argument massu sur lesquels, qui sera difficile à contrebalancer du côté d'Android, par exemple. Non, mais je crois que l'expérience iPad depuis 2 ans et demi a montré quand même une chose de manière assez claire. Je ne vais pas dire démontrer, mais à montrer, c'est qu'une tablette n'est pas un ordinateur portable. C'est pas un substitut. Alors je te coupe Rodrigo, parce que justement, non, mais tu vas reprendre là-dessus. Justement, parce que c'est le thème de la deuxième partie de ce débat. L'autre difficulté pour Steve Ballmer, outre donc la difficulté marketing d'expliquer qu'il y a différents environnements, c'est sa vision. Sa vision est totalement contraire à celle naturellement de l'ère post-PC chère à Steve Jobs. On a l'impression que Microsoft veut que les utilisateurs de tablettes utilisent leur ardoise comme un PC, on le voit, on l'a vu lors de la présentation, avec le pied, le clavier connecté, une utilisation plutôt optimisée pour un mode paysage, comme un ordinateur et pas portrait, comme une tablette. La preuve, le positionnement du bouton Home, qui est en mode paysage et pas en mode portrait à la base. Bref, alors, est-ce que c'est une tablette ou c'est un PC ? On parle de laquelle ?
Non, mais C'est pour les deux, clairement la Surface ARM est beaucoup plus proche dans sa conception d'une tablette comme on l'entend aujourd'hui, clairement. Même si c'est un mode paysage, Même, tu as ouais, vu encore une fois. après, Là, faut voir effectivement. Moi, je pense que l'interface métro, en tout cas telle qu'elle a été dessinée sur Windows 8, elle s'adapte beaucoup mieux au mode paysage qu'au mode portrait, quoi. Donc effectivement. oui, et puis c'est plus facile d'unifier avec l'ordinateur de garder le même ratio d'écran. On garde ce même ratio. Maintenant, la tablette Surface Intel. Là, on est peut-être plus proche d'un ordinateur, effectivement. D'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais la tablette Surface Intel est plus lourde, elle est plus épaisse, elle a un ventilateur, etc. Presque 1 kilo pour une tablette, bon courage. Donc effectivement, il y a pas mal d'inconvénients qui vont avec. Maintenant, l'avantage, c'est qu'elle a un écran avec une résolution supérieure. À voir. Mais je rebondis encore sur un point sur les applications. Il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est en train de faire Microsoft, et là franchement c'est peut-être... ce qu'il ne faut pas oublier, que la force de Microsoft depuis des années, c'est de savoir parler aux développeurs, de leur donner les bons outils, de les écouter et effectivement de leur donner les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et Microsoft est en train de faire un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils vont vers un modèle où on code une fois, on écrit son application une fois, et on va la retrouver à la fois sur Windows, à la fois sur Windows RT, à la fois sur Windows Phone, et peut-être même à terme, pourquoi pas sur Xbox, parce que ce qu'ils sont en train de faire sur Xbox, etc. Et donc ça c'est plutôt super malin, et ça peut être assez intéressant de regarder ce qui va se passer à ce niveau-là dans les mois ou années à venir. Et il n'empêche, on sent quand même Steve Ballmer sur la défensive. Il a martelé en début de keynote que pour lui, le PC, bien sûr, n'était absolument pas démodé, que contrairement à l'annonce de l'Air Post PC, une nouvelle fois, les prévisions de vente de constructeurs de PC sous Windows n'ont jamais été aussi importantes. 375 millions, selon le patron de Microsoft, pour l'année qui allait venir. Bref, il est sur la défensive. Alors, qui, selon vous, a raison? Est-ce que, Monsieur X, tu le disais tout à l'heure, une tablette, ça peut être considéré pour travailler? Pourquoi ne pas favoriser, par exemple, comme a fait Intel, le choix d'un Ultrabook pour travailler, ou d'un ordinateur tactile, un vrai ordinateur tactile de mes rêves qui arriverait chez Apple, plutôt qu'un hybride où on ne sait pas trop si c'est l'un ou si c'est l'autre? Cette question nous laisse sans voix. Sans voix, messieurs. Ouais, non, je suis pas sûr de... Je suis pas sûr de voir le rapport, Olivier, ou de voir en tous les cas la nécessité de choisir là. Moi, quitte à utiliser une tablette essentiellement à des vues professionnelles, comme autant prendre un Ultrabook tactile. Plutôt que d'avoir un hybride avec un vrai faux clavier. Ça c'est effectivement un vrai problème de la tablette Surface Pro, c'est qu'à trop vouloir être un Ultrabook, effectivement, si l'argument c'est d'être un Ultrabook, on prend un Ultrabook, on va pas s'emmerder avec une tablette, un bout de clavier dans un coin, et etc. Oui. Donc ça effectivement c'est le problème. Si je peux me permettre, la tablette Pro, Microsoft l'a fait il y a 10 ans quasiment, elle n'a pas marché. Donc moi, autant je suis pas forcément inquiet sur la tablette ARM, mais la tablette Intel telle qu'elle est présentée, elle pèse le poids d'un netbook, voire plus. Ouais, elle est plus lourde qu'un Ultrabook. Voilà. Moi, il y a un truc qui me gêne énormément, c'est que parce que Microsoft a dit que c'est le concurrent de l'iPad, ou s'ils l'ont pas dit, les journalistes l'ont dit. Ils n'ont pas dit ça. Tout le monde assume que ça va être un concurrent de l'iPad, à la fois en termes de concurrent financier, en termes de vente, et en termes d'usage. Moi, j'ai pas l'impression du tout comment s'en servir pour faire la même chose. Les deux. J'étais dans la rue tout à l'heure, il y avait alors dans ces cas-là, la question c'est... une Bentley Continental GT qui me suivait derrière mon taxi. Personne imagine que la Continental GT c'est la même chose qu'une 306cc. On est d'accord? Ouais. La question va être alors qu'est-ce que tu peux faire avec la tablette Surface que tu ne peux pas faire avec un iPad? Et là, il faudra apporter une réponse concrète à ça. Oui, et puis surtout, il y a une base installée qui est forte. Là, ils ont et j'ajoute à ça que Office de Microsoft arrive sur iPad à l'automne. C'est annoncé, c'est prévu. C'est d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai peut-être mal compris, Julien en sait peut-être plus, cette base de développement qui sert à développer Office pour Metro
Donc voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que la version iPad d'Office soit la même. Aujourd'hui, la version Office que tu vas retrouver sur Metro, elle est juste quasiment identique à ce que tu as toujours connu sur PC. Ce qui est assez différent finalement sur iPad, mais je ne me suis pas plus penché sur la question. Maintenant, oui, Office est une des fonctionnalités clés qui aujourd'hui n'existe pas sur iPad. Et aujourd'hui, effectivement, avoir Office sur sa tablette Windows, ça peut être un vrai argument. Et ça va être difficile pour Apple, même si Office sort après, et si, de toute façon, je vois mal Microsoft offrir Office en téléchargement gratuit sur l'App Store, hein. Je pense que ça sera payant. C'est clair. Maintenant, Olivier, pour boucler sur ta question, moi je vois pas ce que c'est ce produit, la tablette Pro là. Je vois toujours pas ce que c'est. La tablette stylet, alors là, la réminiscence, le blasphème de base. Stylet, je sais pas, mais c'est vraiment le positionnement, la tablette grand public, c'est-à-dire chez moi, je vois bien. Pour les professions libérales ou certaines personnes que j'ai vues emmener leur iPad ou leur tablette Asus au boulot pour faire 2-3 mails, je vois bien aussi, mais quand ils utilisaient leur tablette au travail, c'était pour faire pas plus que ce que le smartphone fait. Donc la tablette Pro, je vois toujours pas, parce que de toute façon, ils auront du mal à en faire un produit optimisé économiquement. Aujourd'hui, dans mon entreprise, les services informatiques, ils achètent un PC de chez Dell, alors super fin, etc., pour moins de 150 €. Julien nous parlait d'une gamme de prix entre 600 et 800 $. Donc PC Dell à moins de 150 économiquement, je vois pas sûr, mais 150 €. Si, parce qu'on les achète en très gros volume, monsieur. Et puis, ce sont pas les toutes dernières machines. Ah, t'es dans une très grosse boîte. T'es dans une très grosse boîte, une grosse administration. Le terrain, non, mais je compte sur vous. Bah oui, donc économiquement, je vois pas quoi il correspond. Non, mais marché de la tablette. si on veut, on va conclure, messieurs. J'ai quand même, on peut se dire que l'explication, la raison d'être de cette tablette Intel, c'est peut-être justement pour pas faire Intel. Mais ça, on est peut-être mauvais. Ça, je suis d'accord. Parce que si alors, justement, les fâcheries, habile transition, les fâcheries. Les fâcheries. Dernière difficulté dernière difficulté pour Steve Ballmer, et non des moindres, ça va être de savoir quelle va être l'attitude des partenaires historiques de Windows, puisque Windows fait le logiciel et les constructeurs de PC font le matériel, et là c'est fini. Et on peut penser légitimement qu'un HP, qu'un Dell ne prenne pas forcément bien l'arrivée sur son marché d'un acteur aussi fort, et on a vu qu'ils ont plutôt réussi, du moins dans les jeux vidéo avec la Xbox 360, de voir arriver Microsoft dans leur précaré. Steve Ballmer dit qu'effectivement ils ont fait ces tablettes Windows 8 pour amorcer la pompe, donc ça peut sous-entendre effectivement ils essayent de montrer la direction, le chemin pour les partenaires de ce que doit être selon eux, selon leur propre vision, une tablette Windows 8. Maintenant, est-ce qu'on doit les croire? Je ne sais pas. Et en attendant, ça va être extrêmement difficile pour les partenaires. HP qui a abandonné WebOS, aujourd'hui, quelle va être la crédibilité pour miser sur Windows, je ne sais pas si c'est pour miser sur Windows. Enfin, l'abandon de WebOS, il est dû à des raisons assez complexes. Mais aujourd'hui, effectivement, il leur restait plus que Windows. Et aujourd'hui, quand HP, Dell, Lenovo, MSI, Asus vont sortir des tablettes Windows 8, elles seront systématiquement comparées à la référence. Et la référence, ça sera la tablette Microsoft. Il y a mieux, puisque Steve Ballmer a été plus loin dans la provocation, puisqu'il a commencé sa keynote par tenter de convaincre que non seulement Microsoft n'est pas simplement qu'un éditeur, mais aussi depuis 30 ans un constructeur avec ses souris, ses claviers, la Xbox et aujourd'hui... Non mais c'est vrai, les divisions Microsoft Hardware a fait des choses absolument Je termine. Mieux, cette association de la maîtrise du logiciel et du matériel pour Ballmer est à l'origine de la formidable expérience et du succès de la console de salon de Microsoft, à savoir la Xbox 360. En clair, Microsoft reprend un argument fort d'Apple pour expliquer sa valeur ajoutée face à ses concurrents, à savoir la maîtrise du logiciel et du hardware. Voilà, carrément, il a été touché par la grâce, l'ami Steve. Et au-delà, c'est un camouflet pour ses concurrents. Que va penser un Nokia qui a tout misé sur Windows demain, si on dit maintenant pour gagner, il faut maîtriser le soft et le hard, alors qu'ils ont abandonné le soft? C'est effectivement un gros problème parce que pour aller sur Windows. Il y a beaucoup de rumeurs qui tablaient sur une tablette Nokia en Windows 8. Et aujourd'hui, pour Nokia, sortir une tablette Windows 8, ça va être également assez compliqué.
où il va falloir se démarquer. Mais cela dit, je rebondis sur un point. Effectivement, la division Microsoft Hardware, depuis 30 ans, a fait des choses assez exceptionnelles en termes de périphériques. Elle n'a pas été spécialement connue pour effectivement du PC, puisqu'ils n'en ont jamais fait. Donc ça, c'est un changement assez stratégique. Je ne sais pas s'il est amené à perdurer. Effectivement, si Microsoft a été touché par la grâce, comme tu le disais, et que 10 ans après, ils vont se mettre à faire comme Apple, c'est peut-être un peu tard, je sais pas. Maintenant, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que Microsoft ne dit pas quelle division en interne est responsable de la tablette Surface. On ne sait pas si c'est la division Windows, on ne sait pas si c'est la division Entertainment and Device qui est à la tête de la Xbox. C'est un peu embêtant, ça. Division tablette. Microsoft ne veut pas dire quelle division dans la boîte s'occupe de Surface. En tout cas, c'est un moment important dans l'histoire de Microsoft, en laissant un petit peu naturellement sur la défensive. C'est un moment important pour Steve Ballmer, le PDG et successeur de Bill Gates, car il n'a pas vraiment droit à l'échec. C'est une prise de risque importante de sa part. On sait notamment qu'il a été pas mal décrié ces dernières semaines et tout récemment par un article assassin de Forbes qui disait en gros qui le décrivait comme le patron le pire au monde. Oui. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, il décrit Microsoft comme resté scotché sur le PC et rien d'autre. Waouh, c'est dur et il en faut quand même dans le pantalon pour Ballmer pour aller affronter ses critiques et se lancer dans une aventure comme ça et en faisant table rase du passé. Ballmer a pu dire effectivement il y a déjà quelques mois que Windows 8 était le pari le plus risqué qui a jamais été mis en œuvre par Microsoft. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Je vais pas revenir sur la ténure de Ballmer à la tête de Microsoft ou effectivement son management. Maintenant, c'est sûr que Windows 8 est un pari. L'arrivée de tablettes Surface faites par Microsoft en est un autre. Maintenant, quand on s'appelle Microsoft, quand on est une boîte aussi importante et qu'on fait un tel lancement et qu'on n'est pas capable, ne serait-ce que de dire quand est-ce que ça sera dispo, à quel prix et sur quel marché, je me dis il y a un problème et il manque quelque chose à la stratégie. Si au lancement on sait pas dire ça va être une tablette juste pour les États-Unis ou c'est un truc mondial, il y a quelque chose qui va pas. Pour conclure là-dessus et sur Microsoft, et pour passer enfin aux questions Twitter parce qu'on est très long ce soir, on a l'impression qu'Apple, c'est freudien, que Microsoft a entamé un cycle victorieux avec Windows et vit de ce cycle depuis des années et a du mal depuis l'arrivée de l'Internet, à entamer systématiquement et être à l'origine de nouveaux cycles, à part peut-être la Xbox 360. Et notamment Kinect, qui est un vrai succès. Oui, Kinect, moi, j'ai c'est la un succès venu nulle part, mais qui a été assez surprenant. Vas-y, Mister X. Bah moi, j'ai la réponse à tout. Et bon, alors je fais un peu ma devineuse qui regarde sa boule de cristal. Hein, mais je sais où la tablette... Je sais où la tablette Surface va être fabriquée et je sais où les prochains téléphones Microsoft, parce qu'ils vont faire des téléphones en nom propre, vont être fabriqués. Et la division, elle s'appelle Nokia. La division, elle s'appelle Nokia. Nokia vient d'annoncer encore qu'ils se séparaient de 5 000 ou 7 000 employés, là. C'est la dernière vague qu'ils ont annoncé. Une fois cette vague-là passée, Microsoft rachète Nokia et Nokia devient la division matérielle mobile de Microsoft. C'est ça qui c'était pas déjà le cas en fait, parce que Stephen Elop, c'est pas un ancien Microsoft, il est pas infiltré là-bas, c'est pas ça. De facto, mais la réponse, tu l'as là, on va vers une intégration totale de Nokia dans Microsoft. Le voilà, effectivement, l'avenir de Nokia, je ne le connais pas. Aujourd'hui, les rumeurs sur qui fabrique Surface tendent à penser que ça serait Pegatron, je crois, si je dis pas de bêtises, à voir. Maintenant, il y a quand même un deuxième point qui est assez intéressant pendant cette keynote et qu'on n'a pas mentionné jusqu'alors, c'est qu'il n'a été question que de hardware. On n'a pas parlé c'est impressionnant. Software. C'était une keynote façon Apple. Et autant, effectivement, je m'attendais à ce que Microsoft annonce une tablette, autant je m'attendais à ce qu'il y ait du software en plus, des choses qui n'avaient pas été forcément dévoilées dans Windows, une intégration avec la Xbox, quelque chose... Mais là, il n'y a rien eu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Alors, ça viendra peut-être. Si je peux me permettre, de ce côté-là, Microsoft copie avec bonheur Apple, comme quoi on ne mélange pas les choses. Quand on a une annonce forte à faire, on se concentre sur une annonce principale pour que les autres ne fassent pas de l'ombre à l'annonce principale. Et là, c'était le hardware. Et puis, ce sera l'occasion, on sait qu'il y aura des annonces du côté Windows 8 dans les semaines, dans les mois qui viennent, de refaire notre refait le Mac, en cher Julien. Avec plaisir. Le dernier mot, c'est à Steph Cartoon que l'on le doit. Il nous a envoyé un nouveau dessin. Regardez l'arrivée de Surface de Microsoft célébrée par l'ensemble de la communauté des hackers.
Hard Virus Open Bar. Oui, bon, allez, c'est un peu facile. Hein. Celle-là, elle est un peu facile. Dans la mesure où, normalement, si je crois bien, Julien, il y aura bien sûr des Microsoft Store comme il y a l'App Store. Et là, il faudra soumettre les applications et peut-être ce sera quand même plus difficile C'est le Windows Store, oui, tout de à fait. balancer des virus. Hein, bien. Alors, messieurs, je vous propose qu'on passe aux questions Twitter. Question de Christophe Aigron. Chris Aigron sur Twitter. Pourquoi Microsoft revient sur le hardware, ou vient investir sur le hardware, un manque de confiance dans leurs partenaires qui respectent mal leurs spécifications techniques ou miserait plutôt sur Android pour l'avenir? Et Android, Julien. pardon, quel est le rapport avec Android? Que les partenaires on voit seraient Arrive plutôt Flop. sur Android? Ah bah oui, Enfin, les ventes de Samsung tablettes, notamment. les ventes de tablettes Android ont loin. bah, il y en a, elles pas existent. stellaires. Il y a un écosystème Mais aujourd'hui. non, je pense que effectivement, c'est une bonne question à se poser. Aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments. Moi, je pense que effectivement, Microsoft veut donner la voix, veut montrer que effectivement, voilà ce qu'il faut faire avec Windows 8. Après, est-ce que c'est juste un one shot ou est-ce que c'est une stratégie plus globale qui va les amener effectivement, comme disait Mister X, pourquoi pas à lancer un téléphone Windows Phone, à lancer un ultrabook Microsoft? On ne sait pas. On verra. Moi, Un j'ai constructeur. deux éléments de réponse là-dessus. Je suis Oui, d'accord. Rodrigo. Je suis d'accord avec Julien. Microsoft a toujours lancé des produits hardware pour initier un marché, Oui. pour le promouvoir. La souris. Ouais, la souris, par exemple, ou le Natural Ah, Keyboard. c'est facile celle-là. Elle était un peu facile. Oui, bon, ça va. Ou le Natural Allez. Keyboard, c'est des choses qu'ils font, Microsoft. Désolé. Mais je pense qu'on peut aussi regarder sur l'intégration verticale, le succès de la division retail d'Apple, qui fait qu'ils ont enlevé les marges de tous leurs fournisseurs. Ils l'ont gardé chez Apple pour générer du cash à outrance. Je pense que ça fait rêver plus d'un. Et donc Ouais. c'est peut-être un test pour se dire, on réintègre à la fois le soft, le hard et peut-être la distribution. Je crois qu'ils ont même ouvert un magasin Windows quelque part dans le monde. Ah Oui, il y en il en a plusieurs parlé aux lors de la États-Unis, keynote. Oui, absolument. Il y en a plusieurs, ouais. Et que, Ouais. que c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc là, Microsoft deviendrait véritablement un constructeur à part entière et pas simplement de manière entre guillemets exotique pour les accessoires périphériques du PC ou massive comme on a pu le voir pour la Xbox. Question concernant iOS, c'est une question de Starks. Est-ce qu'iOS n'est pas à la fin d'un cycle et ne devrait pas revoir entièrement son interface? Ça a un peu vieilli, messieurs, vous ne trouvez pas? C'est la question de Starks. C'est une bonne question et en même temps, est-ce que l'interface a besoin de changer radicalement? Je sais pas. Microsoft a fait une très bonne chose en justement en ne faisant pas comme Android et en ne pompant pas Ils sont pas comme Apple. voilà, l'interface d'Apple. En innovant, en clair. Voilà. peut le dire. Je suis pas certain qu'il y ait un besoin immédiat de changer. Par contre, trouver des moyens d'ajuster certaines choses, rendre certaines choses plus pratiques, oui, certainement. Mais bon, la fin d'un cycle, je suis pas persuadé encore. Moi, je l'ai dit plein de fois, je pense que le coup de maître d'Apple a été de sortir avec une UX, une interface, dès le premier iPhone, qui tient le temps, suivant les principes du Bauhaus, hein, ça tient le temps, c'était extrêmement bien pensé. Les différents éléments de navigation sont extrêmement propres. Et ça a comme corollaire le fait que les gens sont habitués et s'y retrouvent très très bien. Et je vous donne comme contre-exemple, moi par exemple je déteste Game Center parce que c'est une UI qui ressemble à rien et c'est pas du tout dans les codes L'interface d'Apple. graphique pour ceux qui ne suivent pas. Ouais, user interface. Donc je pense pas du tout que ça a vieilli et que ça pourra être revisité peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite. C'est assez Bien. intemporel. Bien, messieurs, on va passer à vos coups de cœur. Alors, messieurs, vos coups de cœur. On commence par Alexandre Lenoir. Alors, vous connaissez tous Dropbox, vous connaissez tous SkyDrive, Google Drive. SkyDrive, oui. Non. Voilà. SkyDrive, c'est Microsoft, hein, pour ceux qui suivent pas. Alors, Allez. il était en bêta privée depuis plusieurs mois et aujourd'hui, Bitcasa est ouvert au public. Bitcasa, qu'est-ce que c'est? C'est le cloud, stockage illimité pour $10 par mois. Quand je dis illimité, c'est vraiment illimité. Ça monte comme... Quand vous ouvrez un dossier Bitcasa sur votre Mac, vous avez une capacité de stockage affichée de 560 Teraoctets, donc largement de quoi vider quelques disques durs. Pour $10 par mois, vous avez 50 Go chez Dropbox et full
réellement illimité chez Bitcasa, donc ça peut faire un malheur. En tout cas, c'est très pratique, ça permet de partager, ça permet de synchroniser. En gros, ça fait tout ce que font les autres avec plus de stockage. Bien, autre coup de... Merci Alexandre. Il faut un peu de fibre quand même pour remonter le truc, sinon il faut 3 fois un mois pour remonter ton disque dur. C'est effectivement l'inconvénient, c'est très pratique pour les fibres. Julien, est-ce que tu as eu le temps de nous trouver un petit coup de cœur ? J'en ai trouvé un depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas avec moi. C'est de toute beauté. Mon coup de cœur va effectivement à un smartphone qui est sorti il y a pas longtemps. Je veux parler de l'Orange avec Intel Inside, qui est le premier smartphone avec une puce Intel à l'intérieur. Donc depuis les effets d'annonce, depuis des années d'Intel, 2010 CES, un certain LG qui est jamais sorti, annulé, etc. On n'y croyait plus trop. Cette année, en début d'année au CES, ils ont annoncé ça y est, on arrive, on a des partenariats, le Lenovo, l'Asie, etc. On va sortir vraiment notre premier vrai smartphone. Au Mobile World Congress. On était un peu sceptiques. Finalement, effectivement, il est sorti. Donc pour l'instant, faut bien dire ce qui est. C'est pas un killer de Galaxy S3. Nonobstant, ça marche super bien. C'est relativement fluide. C'est pas du tout une chaufferette de poche. L'autonomie est perfectible. Ok. C'est Android. Oui, c'est Android. Alors après, le problème, c'est que c'est un Gingerbread 2.3. C'est pas encore XS, mais enfin, ça va venir. Globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement comme on passe d'une architecture ARM, qui est quasiment l'architecture qui domine sur Android, vers du x86. Une architecture x86. Les applications de Google Play sont quasiment toutes fonctionnelles à 95%. Il y en a quelques-unes, principalement des jeux qui ne marchent pas. En tout cas, voilà, Intel a effectivement réussi à enfin percer sur le marché des smartphones avec quelques premiers modèles. Et en France, c'est l'Orange avec Intel Inside. On les félicitera d'ailleurs pour ce nom absolument très très bien choisi. Donc maintenant, vraiment, j'ai hâte de voir d'autres smartphones. Parce qu'aujourd'hui c'est un opérateur, mais il n'y a pas de grand constructeur. Il n'y a pas de grand constructeur qui a annoncé effectivement de terminal Intel. Donc on a hâte de voir effectivement la suite sur la plateforme Medfield, quoi. Bien, merci. Et puis c'est plutôt un appareil qui ne sera pas très cher. Non, il n'est pas très cher. Il y a 1 euro avec subvention et hors subvention, il y a 200 euros. Franchement, c'est très honnête. Voilà. Alors après, c'est sûr, c'est pas le design de la mort qui tue. Il y a beaucoup de travail à faire côté design, mais la beauté de l'art est à l'intérieur, c'est de l'Intel. Monsieur X, un coup de cœur. Alors moi c'est un spécial créatif ce soir que je vais faire, parce que j'aurais voulu être un artiste, comme tout le monde le sait. Alors je commence par une application pour... un avion sur la piste. Ouais, absolument. On pourra faire mon numéro, allez, allons-y. Fais attention, tu vas finir dans un Apple Store, si tu parles de créatif, fais gaffe. On va finir à Genius Bar dans un Apple Store, méfie-toi. Ouais, mais vous savez, je l'ai fait, monter sur scène à pousser le produit, je l'ai fait. Apple Expo, c'est le bon temps, monsieur X. Donc je commence par une application pour iPad qui s'appelle VJ. Donc c'est comme DJ mais avec un V pour vidéo, donc Vidéo DJ. C'est fait par une société allemande qu'on connaissait déjà qui s'appelle Algorithm et qui a sorti cette fameuse application sur iPad qui s'appelle DJ, que j'ai acheté, qui est un petit peu cher. Elle a commencé à 10 €, doit être à 7,99 €, mais il faut l'utiliser une fois pour l'adopter. DJ, c'est absolument génial. On fait ses enchaînements musicaux. Alors VJ, il faut spécifier que c'est pas DJ, c'est vidéo pour... là je parle de l'application initiale qui s'appelait DJ. Et là maintenant Algorithm vient de sortir la même chose, mais pour la vidéo qui s'appelle VJ. Voilà. Que j'ai pas encore testé, mais qui est sur le même principe. Je sais pas si ça a une immense utilité de pouvoir mixer ses clips ou ses vidéos, mais si c'est aussi fun que DJ, VJ, c'est déjà mon coup de cœur par avance. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un service sur Internet dont tous les musiciens ont rêvé et qui marche aussi bien sur Mac que sur PC, qui s'appelle OHM Studio. Qu'est-ce que c'est OHM Studio ? C'est enfin un studio virtuel qui vous permet en fait de faire un enregistrement comme si vous étiez en studio, mais avec plusieurs musiciens, chacun à un bout de la France ou à un bout de la planète. Voilà, derrière il y a du gros serveur Amazon et la techno est suffisamment bonne de chez OHM Studio pour véritablement synchroniser les pistes et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc pour tous les musiciens qui ont rêvé de faire un bœuf ou d'enregistrer un album avec un musicien en Inde, un autre aux États-Unis et un en Angleterre,
OHM Studio, allez voir le site. Le peu d'amis musiciens que j'ai, Rodrigo. ouais, on en a tous beaucoup parlé. Et puis je finis, si vous ne l'avez pas vu, on mettra peut-être le lien. Alors j'espère que c'est pas trop passé, mais moi ça m'a fait marrer, j'ai découvert cette semaine. C'est une petite vidéo qu'ont sorti messieurs Simoncini, Niel et Grandjean, qui sont un peu la sainte trinité de l'internet en France. C'est assez réussi. Ouais, je suis pas super fan de ces trois messieurs-là. En revanche, ils ont fait une pub pour leur école de l'internet qu'ils lancent avec Iggy Pop. Et c'est en guest star. Ouais, en guest star, et c'est à mourir de rire. Ils essaient de réenregistrer un tube de Iggy Pop. Allez la trouver sur YouTube. Moi, on la balancera. Ouais, j'aime bien l'humour quand c'est de la dérision. Et ces trois-là, même si c'est pas des icônes pour moi, là, ils ont fait une pub qui est très très sympa. Bien. C'est fini, Monsieur X? Ouais. Rodrigo détaille sur toi. Rodrigo, justement, quel est ton ou tes coups de cœur ce soir? J'ai essayé de résoudre un problème récurrent. Vous n'avez pas de problème récurrent, vous? Plein, les impôts. Plein. Le problème récurrent, c'est Rodrigo qui n'en finit plus de faire des coups de cœur. Mais vas-y, on est déjà à 1h20 d'enregistrement, donc il faut conclure. Allons-y. Et moi, mon problème récurrent, c'est que parfois, vers la mi-journée, en particulier quand j'ai laissé le Wi-Fi allumé, ou quand j'ai Skype qui tourne en tâche de fond, sur mon iPhone, mais j'ai plus de phone. De phone? Ouais, de phone. J'ai même envie de dire I had a phone. Tu vois, c'est même plus un iPhone, c'est I had a phone. Plus de batterie, plus de jeu. Ah, d'accord. Ce qui va pas tarder à nous arriver là. Voilà, donc moi quand j'ai mon sac à dos sur moi, j'ai toujours un chargeur. On sait jamais. Mais quand j'ai pas, comment je fais? Eh ben, je suis allé acheter un petit chargeur de poche. Et que je l'ai trouvé très joli, je sais pas où je l'ai mis là, donc je peux pas vous le montrer, qui s'appelle le Apple USB Power Adapter ZML. 29 €. ZML, ouais, 29 €. C'est une plaisanterie, Rodrigo. Mais pas du tout. Ça recharge le téléphone. Au cas où. Ton coup de cœur, c'est un chargeur de téléphone. Mais ouais. Non mais pour une fois qu'on parle de trucs utiles, tu vois. Bon. Au lieu de jeux de voitures ou de trucs dans le genre, tu vois, c'est... Et qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport au chargeur d'Apple qui est livré avec l'iPhone? C'est un chargeur de poche, c'est une batterie que tu branches sur ton téléphone. Ah, je n'avais pas compris. Ouais. C'est un chargeur de poche, c'est une batterie, autant pour moi. Et qui a un porte-clés intégré qui te permet d'y accrocher tes clés. Trop bien. Ah. Tu vois, très bien. Mais comme je trouvais que c'était pas assez intégré, c'était pas assez fini, je fais chercher un truc un petit peu plus fini, mais Steve Jobs n'aurait pas apprécié. Et ça vient de chez Mophie. Regardez. Vous le voyez? Le Mophie Joes. C'est pas mal. On en avait déjà parlé, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Alors, c'est un peu lourd, c'est un peu gros, mais ça fait le job. Alors ça, c'est très laid, par exemple. Ça, c'est très très laid. Oui, le problème, c'est que tu perds le connecteur dock, c'est ça le problème. Le petit truc, c'est un peu moche. Oh, je perds le connecteur dock tout de suite. Il suffit de tirer le schmilblick, là. Attends, on va le tirer. Voilà. Enfin bon, et ça vaut 34,95, effectivement, le Mophie Universal Reserve V2. Et avec ça, je suis sûr de ne pas tomber en panne au moins pendant 1 heure de plus, quoi. Ça me rappelle les smartphones Windows Mobile. À l'époque, il fallait aussi avoir un pack de batterie avec soi, tellement il y avait peu de batterie. Microsoft était leader du marché à cette période-là, tu te rends compte? Tu enlèves le petit schmilblick et t'as le dock. De quoi tu parles? Nickel. Voilà. Ouais, enfin c'est pas pratique quand même. Non, mais pour ça, juste pour finir, on se demande pourquoi est-ce qu'ils se font chier chez Apple à faire des téléphones de plus en plus fins, parce que nous, on continue à leur ajouter des trucs de plus en plus épais, quoi. Ouais, mais il faudrait simplement mettre une batterie qui tient. Ça va. Il y a un dock plus petit, mais ça, ils y travaillent apparemment. Bah ouais. Dernier coup de cœur, Rodrigo. Quoi? Ouais, je sais. Un dernier coup de cœur, Rodrigo. Moi, j'ai plus de batterie, donc je peux pas vous montrer. J'en suis à 11 700 followers, vachement bien. Prochaine étape, 15 000. Il y a 15 000. Il y a 15 000, je vous arrose de coups de cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rodrigo? T'étais à peine à 10 000 la semaine dernière et t'es à 12 000 là, c'est ça? C'est le Les live. gens ont eu pitié de lui lors du live. Qui a dû faire un effet. Ah, voilà. Il a acheté des followers en fait. Ah ouais, je crois qu'il est caché. C'est possible. Pas de ça entre nous. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser faire mon petit coup de cœur? Ça vous intéresse mon coup de cœur ou pas? Du tout. Allez, go. Bien. Alors, tu parlais de batterie pour iPhone. Bah, tu m'as un peu cassé mon effet parce que moi aussi, voilà, une housse pour batterie d'iPhone, vous voyez, de toute beauté. Et là aussi, on perd le connecteur dock. Donc, on glisse l'iPhone dedans. C'est Eptech qui fait ça. Donc, c'est assez gros, c'est encore plus gros que ton engin. Sauf que celui-ci, il y a un petit bouton magique ici. Regardez si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Oh, normalement, ça devrait marcher. Voilà, regardez. Oh là là! C'est un vidéoprojecteur. Alors, c'est avec ça que je diffusais derrière le logo Refait le Mac, vous voyez? D'accord.
C'est assez épatant. Alors c'est un Non, fais gaffe, c'est pico-projecteur. un film de boules, là, Olivier, que tu diffuses. Non mais c'est bien d'avoir un truc qui va te vider ta batterie encore plus vite qu'avant. D'ailleurs, la preuve, il a Alors plus de non. Alors, c'est l'iPhone qui a rendu l'âme avant le vidéoprojecteur. Je tiens à le souligner, il est resté allumé pendant toute l'émission, le vidéoprojecteur, et l'iPhone s'est éteint. Donc ça permet de diffuser évidemment des photos, des vidéos, des présentations. Alors c'est pas hyper puissant en termes en termes de résolution, mais c'est ce qui me fait rire. Mais bon, c'est un joli gadget. C'est un peu cher. C'est le Mobile Cinema i15 d'Eptech et ça vaut quand même 199 euros. Non mais prenez le truc chez moi, ça vaut 34,95. Oui, mais on va couper le logo parce que après tout, c'est c'est pas la besoin non plus d'en faire des tonnes. On va le couper. J'ai un autre coup de cœur. Je me Rodriguez. Moi aussi, c'est dur à dire. Un petit coup de cœur à un fidèle d'On refait le Mac qui m'a envoyé un petit message sur Facebook aujourd'hui. Il s'agit de Richard Dorian qui a réalisé sa première application pour iPhone et elle est assez originale. Ça s'appelle Aled. En clair, en cas de souci, d'accident, de malaise, l'application vous géolocalise et vous propose d'appeler les secours, bien sûr, tout simplement comment ? En secouant l'iPhone. Voilà une bonne idée. Une bonne idée, surtout que vous trouvez, surtout que vous trouvez également des vidéos pour expliquer quels sont les premiers gestes d'urgence à faire en cas d'accident, à trouver d'autres numéros pour des problèmes plus précis. Oui. Voilà, et ça s'appelle Aled et c'est donc Richard Dorian qui a fait ça et c'est gratuit. Pour terminer, un coup de gueule quand même. On a beaucoup parlé d'iOS 6 en début de cette émission, trop parce qu'on est trop long ce soir. Tu le disais, tu l'as rappelé à plusieurs reprises qu'il y avait des fonctions, Julien, qui n'étaient pas disponibles sur l'iPhone 4 et sur l'iPhone 3GS, mais quand même le scandale de cette histoire, c'est que quand même iOS 6 n'est pas compatible avec l'iPad qui est derrière, de première génération, et il faudra bien qu'on m'explique pourquoi un iOS 6 tourne sur un iPhone 3GS avec une puce moins rapide qu'un iPad 1 avec une puce A4. Moi je comprends pas. Alors, encore un coup marketing d'Apple et c'est un vrai scandale, voilà, il faut le dire. Tu vas encore être délisté du podcast sur iTunes ce week-end. C'est pas grave. Voilà, et le dernier mot, le mot de la fin, c'est pour la question concours, puisque on vous l'a dit, il faut reposer la question pour refaire le concours de la semaine dernière. La question, elle est très compliquée, alors soyez très attentifs. Les 6 premiers à répondre tout de suite là, on est diffusé samedi. Je peux répondre Bien sûr, non. Diffusé samedi, il faut répondre sur Twitter. Remporteront les 6 premiers sur Twitter, remporteront donc un dock Steez d'une valeur de 400 € Pioneer, un Gesto Blaster et 5 casques Pioneer. La question, elle est très compliquée, il faut répondre avec l'hashtag je vais y arriver. L'hashtag question ORLM. La question est dure, attention, elle arrive. Quel est le nom du PDG de Microsoft? Quel est le nom du PDG de Microsoft? Facile. Allez, les 6 premiers gagnent le cadeau. Désolé pour la semaine dernière. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 106e épisode de Refait le Mac. Certainement le plus long, il va falloir beaucoup couper. Désolé pour le monteur. Vous retrouvez Alexandre Lenoir dès la semaine prochaine dans le prochain Refait le Mac, dans le prochain avec Riette, avec en couverture bien sûr iOS, avec en couverture les nouveaux Mac, n'est-ce pas Alexandre? Absolument. Ah, ça c'est bien vendu. Je pense que la couve va s'afficher à l'écran parce qu'on n'a pas encore reçu le magazine à l'heure où on se parle, donc voilà. Voilà, c'est prévu. C'est de toute beauté avec un dossier sur comment rester connecté en vacances, puisque les vacances arrivent vite, et puis également un dossier sur les secrets des icônes. Donc un numéro extrêmement riche. Vous retrouvez Julien tous les jours sur le site Clubic et qui a la gentillesse de nous héberger un samedi sur 2. À bientôt Julien, tu reviens quand tu veux. Monsieur X, vous le retrouvez sur Twitter @TrueMrX et Rodrigo, on le retrouve partout, hein, c'est incroyable. Et notamment sur Twitter @Rodrigo. Voilà, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.